Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Sylvain Cortès. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui m'est cher. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est-à-dire l'identité numérique au sein des entreprises et essayer de comprendre comment les choses ont évolué. Et puis j'essaierai de vous donner à la fin quelques pistes sur qu'est-ce qu'il y a à faire dans les entreprises de façon globale, qu'est-ce qui nous attend pour le futur. Donc évidemment, je ne traiterai pas tous les éléments qu'on a évoqués, à savoir le côté identité numérique au sens citoyen. Je pense que ça va être traité juste derrière. Mais l'idée est vraiment de faire le focus sur la partie, on va dire, entreprise. Voici l'agenda. Je m'excuse par avance parce que je vais utiliser vraisemblablement des anglicismes et je vais me faire taper sur les doigts par certains, n'est-ce pas Hervé ? Mais bon, c'est parce que j'ai l'habitude, malheureusement très souvent, et c'est devenu un biais cognitif, parfois les mots sortent en anglais, je m'en excuse par avance. Alors, juste pour me présenter rapidement, ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie, alors j'ai un parcours un peu particulier, parce que j'ai commencé pas du tout dans l'informatique. En fait, j'étais en valeur professionnelle, j'ai fait des études de biologie cellulaire, et je me suis retrouvé, après mon cycle d'ingénierie en biologie cellulaire, tombé dans l'informatique un petit peu par hasard. Et donc j'ai commencé via les premiers, ce qu'on appelait les services en ligne, avant les connexions Internet. J'ai découvert Internet à cette époque-là. Et j'ai très vite en fait travaillé sur ce qu'il y avait à l'époque pour gérer des identités. Évidemment, les systèmes NetWare, la NDS, j'ai découvert ce que c'était qu'un annuaire LDAP, les annuaires X400, X500, bref, j'ai vraiment, on va dire, démarré dès le départ dans ce monde-là. Donc je suis devenu petit à petit ce qu'on appelle pompeusement un spécialiste de la gestion des identités. Et je suis également devenu au fil des ans ce qu'on appelle Microsoft MVP. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les technologies Microsoft, mais pas que. J'ai fait énormément d'Unix et de Linux également, ce qui m'a donné en fait une vision et un panel assez large en termes de gestion des identités. Et d'ailleurs, pour information, je suis président d'une association qui organise tous les ans à Paris un événement qui s'appelle les Identity Days. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement. C'est une conférence en français dédiée à la gestion des identités, une fois par an. Et puis, pour terminer, j'ai basculé côté sécurité. C'est-à-dire que j'étais dans un mode où, et ça c'est un élément important à garder en tête un peu plus tard, on a historiquement l'habitude de séparer la gestion des identités et les notions de sécurité. En tout cas, c'était comme ça dans les organisations pendant de nombreuses années. Et j'ai dérivé vers la sécurité et je me suis spécialisé dans la sécurisation des annuaires, donc annuaire LDAP, tout ce qui est authentification Kerberos et Active Directory, puisque maintenant je travaille chez Tenable pour cette partie-là. Voilà en gros qui je suis et on va tout de suite définir ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, l'identité numérique, il y a plein de façons de l'appréhender, plein de façons de la définir. Parce que quand on parle d'identité numérique, en fait, on pense à l'individu, mais il y a tout un tas d'autres éléments dans nos systèmes informatiques auxquels on pourrait rattacher une identité numérique. Donc dans le cadre de ce qu'on va voir maintenant, on va vraiment considérer l'individu, c'est-à-dire la projection de l'individu dans un système, ou les projections d'un individu dans un système, parce qu'on a un individu, mais il peut avoir plusieurs identités numériques, et on ne va pas traiter le machine-to-machine, l'identité du code, l'identité de l'IoT, l'identité de votre réfrigérateur ou de votre voiture, mais gardez en tête quand même que quand on parle d'identité numérique, maintenant, on se doit aussi d'embrasser pas simplement des individus au sens humain du terme, mais également d'autres types de briques. Et ça fait partie notamment de l'évolution des solutions de gestion des identités qui couvrent petit à petit, pas simplement des individus, mais d'autres éléments qui sont nécessaires à gérer au sein de l'entreprise. Alors, à quoi ça sert des identités numériques ? Ça sert à plein de choses. J'imagine que vous savez à peu près à quoi ça sert. Mais globalement, si on veut parler technique, ça va être l'identification, l'authentification, les autorisations, pour faire de la certification, de la signature, de la non-répudiation, toute action où on va avoir besoin de vérifier en fait qui fait quoi et comment il le fait. Et est-ce qu'il a le droit de le faire ? Dans un mode plus pragmatique, ça va servir évidemment à accéder à des applications, à accéder à des systèmes, et ça va servir aussi dans une évolution en fait
on va dire, de notre modèle de pensée sur la façon dont on accède aux applications, au travers du modèle Zero Trust, on va avoir, en fait, le besoin d'identité, et on va avoir besoin de s'appuyer sur ces identités. Donc l'objectif n'est pas du tout de vous parler de Zero Trust, même si c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais gardez en tête que, voilà, si vous avez maintenant en tête d'implémenter quelque chose qui ressemble à du Zero Trust, vous allez avoir une espèce de fusion conceptuelle entre la gestion des identités et la sécurité, et en fait ces deux notions-là vont quelque part se fusionner pour être applicables à un nouveau modèle qui s'appelle Zero Trust. Nouveau, on pourrait débattre sur le sujet. Alors, pour rappeler en fait très rapidement les types d'identités que vous allez retrouver dans votre entreprise. Donc l'objectif n'est pas de faire, on va dire, un historique complet, mais comprenez qu'en fait, vous avez accumulé dans l'ensemble de vos organisations un certain nombre de ce que j'appelle les îlots d'identité. C'est-à-dire que vous avez fabriqué au fil des ans un ensemble d'éléments qui contiennent des identités. Et malheureusement, ce qu'on perçoit, j'ai fait en fait pendant presque 20 ans exclusivement du consulting autour de ça, chez des grands comptes, pour comprendre ce qu'ils avaient en termes de gestion des identités et essayer de les aider. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une dette technique au sens accumulation qui est juste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on crée un truc, on le garde. Alors c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les applications, c'est vrai pour les systèmes, mais pour les îlots de gestion des identités, je pense que c'est encore pire. Parce qu'on n'ose pas les toucher, évidemment. C'est toujours le même principe, il y a un truc qui fonctionne, on ne touche pas. Donc là, vous avez quelques exemples. Évidemment, gestion locale des systèmes Unix, évolution avec ce que fournit Sun avec Nice et ensuite Nice+, si on peut considérer que Nice est un annuaire. Puis, dans les années 90, les éléments que vous avez vraisemblablement tous connus, NT, Exabassam, l'ANDS, qui était mon premier amour en termes de gestion des identités, l'apparition des premiers annuaires LDAP, qui était l'évolution, en fait, d'anciens annuaires X500, X400, mais de façon beaucoup plus simple et plus souple. Donc tout ça, en fait, si vous regardez dans vos entreprises, si elle a une taille, évidemment, relativement importante, même si c'est des trucs qui datent de 20, 30, 40 ans, vous avez potentiellement encore ces trucs-là qui traînent. Alors, pas trop ce qui est à droite au final, mais plutôt ce qui est à gauche. Et puis, les années 2000 arrivent. Là, on a deux nouveautés extraordinaires. Active Directory d'un côté, et l'émergence aussi de versions, on va dire, open source, d'un annuaire LDAP, OpenLDAP, avec toutes les déclinaisons qui sont arrivées juste derrière. Et en fait, ça, typiquement, vous le retrouvez encore dans vos entreprises. La plupart des entreprises ont encore un Active Directory, l'auront encore pendant 10, 15 ou 20 ans, malgré ce qu'on veut leur raconter, et elles auront encore pendant 10, 15 ou 20 ans un annuaire LDAP on-prem. Pour tout un tas de raisons, bonnes ou mauvaises, mais c'est comme ça que ça va se passer, même si on vous raconte le contraire. Et puis, il y a quand même une révolution en termes de gestion des identités qui arrive au sein des entreprises, et on va faire le focus là-dessus, parce que je pense que c'est un des éléments qui est le plus complexe à appréhender quand on est de l'extérieur de ce monde-là, c'est l'arrivée du cloud et un certain nombre de nouveaux acteurs, de nouveaux concepts, de nouveaux protocoles et de nouveaux types d'identités à gérer que vous n'aviez pas besoin de gérer avant. Et là, les choses se sont complexifiées de façon assez importante. Donc là, je vous ai mis quelques acteurs. Pourquoi ces acteurs-là? Parce que c'est les plus, on va dire, connus. Il y en a plein d'autres. Il y a des acteurs français aussi qui font des choses. On en reparlera un petit peu plus tard. Et parce que je me suis rendu compte, malheureusement, que j'avais oublié un certain nombre d'acteurs français sur mes slides. Je m'en suis rendu compte ce matin et je n'ai pas pu les mettre à jour, parce que la présentation était déjà là. Et en fait, c'est tout simplement parce que je les connais un petit peu moins. Donc, j'ai pas voulu donner mon avis sur un sujet que je ne connaissais pas. Et il y a deux notions importantes que vous devez comprendre, et on va détailler ça juste après. C'est la notion de Directory as a Service et la notion d'Identity as a Service. Et en fait, ce sont deux notions complètement différentes, mais qui tentent à se rejoindre dans l'offre des éditeurs. Et c'est extrêmement compliqué de comprendre en fait quelle brique correspond à quel besoin, et quel éditeur ou quel fournisseur de solutions peut vous permettre de gérer ces deux problématiques qui sont fonctionnellement et presque philosophiquement complètement différentes. Alors, pour finir cette partie-là, oui, quand vous êtes dans une entreprise, en tout cas en tant que consultant externe, et que vous essayez de comprendre l'ensemble des
des îlots identitaires qu'une entreprise a à gérer. Vous retrouvez évidemment toutes les bases de comptes locales sur tous les systèmes. Vous retrouvez tous les types d'annuaires possibles et imaginables. Vous retrouvez maintenant les annuaires de type cloud. Et tout ça doit être géré de façon et orchestré de façon, on va dire, la plus complète possible. Alors, si on regarde en fait ce que la plupart des entreprises possèdent actuellement, parce que la plupart des entreprises, alors évidemment les chiffres c'est toujours compliqué, mais en gros 80-85% des entreprises sont dans ce qu'on appelle un mode hybride, c'est-à-dire ont besoin d'identités locales et ont d'ores et déjà des identités côté cloud public. Donc c'est à peu près j'allais dire la picture, l'image que vous avez sur l'ensemble des entreprises, en tout cas à partir d'une certaine taille. Donc on va retrouver tous les annuaires. Alors j'ai mis la PKI aussi. Alors la PKI, c'est pas à proprement parler un annuaire, mais ça s'appuie sur des notions d'annuaire où c'est embarqué au sein d'un annuaire spécifique qui va permettre de faire un certain nombre de choses en termes de certificats. Donc c'est pas à proprement parler un annuaire, mais on va quand même le considérer comme un annuaire parce que, sauf si vous utilisez la DCS de Microsoft, où là c'est très joint avec Active Directory, si vous utilisez un autre type de techno en termes de PKI, vous avez en fait derrière cet annuaire PKI, vous avez un véritable annuaire qui peut tourner pour stocker les éléments. Alors, ça, c'est la première partie. Et vous avez, en fait, historiquement, géré des applications on-prem, donc avec ce qu'on appelle de l'authentification locale sur l'application, des applications qui utilisent un annuaire pour s'authentifier, donc AD, LDAP, généralement. Et puis, vous avez des trucs aussi bizarres. Donc, on en reparlera un peu plus tard, des trucs bizarres. Mais vous avez des applications qui tournent on-prem et qui ont des protocoles assez exotiques et des façons de gérer l'authentification et les autorisations de façon assez exotique également. Et très souvent, quand on fait un peu de rationalisation dans les entreprises et qu'on veut nettoyer, c'est ces applications qui posent problème. On en reparlera juste après. Et puis donc, on a la partie cloud public, où là, on a d'autres types d'applications qui utilisent, et en fait, c'est ça qui rend les choses un peu complexes, qui utilisent en fait d'autres formes d'authentification avec d'autres types de protocoles. Et là, globalement, vous avez 3 types d'authentification / d'autorisation au sein des applications de type cloud. Vous avez les applications qui font de l'authentification par formulaire. Exemple, Facebook. Quand vous vous connectez à Facebook, vous mettez un login, un mot de passe, et vous avez ça dans un formulaire web. Vous injectez en fait un login, mot de passe dans un formulaire. Vous avez des applications qui utilisent ce qu'on appelle un modèle de fédération. Le principe, en fait, la fédération, c'est un principe. Donc, le principe de fédération, c'est de faire confiance à un tiers pour porter l'authentification, voire les autorisations. Donc, typiquement, quand vous vous connectez à Office 365 de Microsoft, les comptes utilisateurs ne sont pas dans Office 365. Ils sont dans un truc à côté qui s'appelle Azure Active Directory. Et Office 365, l'application, fait confiance à Azure AD pour lui fournir une validation d'authentification, de l'appartenance à des groupes, et c'est au travers de l'équivalent d'un token qu'on va fournir à l'utilisateur et qui va présenter en fait à cette application qu'on va pouvoir se connecter et accéder à Office 365. Et puis vous avez aussi une évolution de la fédération qui est fédération plus provisionnement des éléments au sein de l'application. Typiquement, vous n'allez pas simplement gérer l'authentification de cette application, mais aussi le fait de renseigner des utilisateurs dans l'application, de mettre un utilisateur dans un groupe dans cette application, voire de renseigner des attributs, voire d'attribuer des licences. Donc c'est ce qu'on appelle le protocole SCIM. Donc ça permet en fait non seulement de gérer des applications cloud, mais en plus de les piloter, si vous voulez, d'une certaine façon. Parce que rappelez-vous un principe fondamental, une autorisation est toujours faite sur la ressource. Il faut bien conceptualiser l'authentification et l'autorisation. L'autorisation n'a jamais été faite par un annuaire. Un annuaire fournit des moyens qu'une ressource permette l'autorisation. Donc vous présentez quelque chose à l'application, et c'est l'application ou la ressource qui vous autorise à accéder. Et puis, ici, vous avez globalement les types d'identités que vous devez gérer.
Donc historiquement, vous avez tous les trucs on-prem qu'on a évoqués, les différents annuaires, les bases locales sur l'ensemble de vos PC ou de vos machines. Vous avez localement évidemment des identités, vous avez des annuaires. Et puis côté cloud, en fait, la grosse différence avec le monde d'avant, si je puis dire, c'est que maintenant, vous allez avoir besoin de gérer ou de manipuler ou d'autoriser des identités qui ne sont pas de votre fait. Votre annuaire, en fait, vous le maîtrisez, vous le connaissez et vous gérez les choses qu'il y a dedans. Vous allez avoir besoin de gérer, en fait, des identités externes à votre entreprise, des identités de clients, des identités de partenaires. Et là, généralement, pour tout ce qui est identité partenaire, vous allez utiliser la fédération. Donc, vous allez vous accorder avec votre partenaire pour lui faire confiance. Et puis, pour les identités clientes finales, très souvent, on fait ce qu'on appelle du social login, c'est-à-dire que vous allez consommer une identité qui provient d'un référentiel public tel qu'un compte Twitter, un compte GitHub, un compte Facebook, ce genre de choses, avec 2 protocoles que vous utilisez, qui sont en fait OpenID et OAuth, OAuth étant la partie autorisation et OpenID portant plutôt la partie authentification. Donc vous êtes obligé en fait maintenant de gérer l'ensemble de ces éléments-là. Après, il y a la problématique de l'outillage. Donc là, je vous ai mis des produits que je connais. Il y a plein d'autres produits qui existent, évidemment, et j'ai essayé de les catégoriser. Il y a notamment en France, de ce que je connais, 3 autres solutions qui existent. Vous avez Ilex, qui est à mon avis la solution la plus ancienne sur le marché en France. Vous avez UserCube et vous avez Systantia, ce sont 3 éditeurs qui fournissent aussi des solutions de gestion des identités. Alors, et comme je vous le disais, en fait, je connais malheureusement assez mal les solutions françaises, que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec elles, mais j'ai bossé à peu près avec tous ces trucs-là. J'ai essayé de vous les catégoriser sur la partie on-prem, la partie on-prem grande entreprise et la partie cloud. Encore une fois, c'est juste une photo, il y en a plein d'autres, c'est pas le problème. Il y a il y a 2 choses qu'il faut savoir. Pourquoi j'ai mis un certain nombre de produits au milieu en disant grande entreprise? Tout simplement parce que c'est généralement des projets assez lourds, assez complexes, assez longs à implémenter. Et il y a un conseil que je peux vous donner pour en avoir fait beaucoup, si vous déclenchez chez vous un jour un projet IAM, c'est ne changez pas votre cahier des charges en cours de route. C'est le pire que vous puissiez faire dans un projet IAM. Pourquoi? Parce qu'un projet IAM, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Donc évidemment, c'est tentant pendant le projet de se dire « Ah tiens, j'ai la nouvelle application qui arrive » et de la mettre dans le projet. Sauf que ça, c'est une erreur classique qu'on retrouve. Et il ne faut absolument pas faire ça. Donc ça, voilà, quelques exemples. Et pour terminer sur les conseils que je peux vous donner. Essayez de rationaliser en entreprise le nombre d'annuaires que vous avez. Typiquement, il n'y a encore pas très longtemps, je vais chez un client et il a 250 forêts Active Directory. J'ai bien dit forêt, pas domaine. Bon, évidemment, c'est ingérable. Mais on retrouve ça pour les annuaires LDAP, parce qu'il y a eu la mode de, à chaque fois que je crée une application, je mets un annuaire LDAP derrière pour gérer le modèle d'authentification et de profil de l'application. Donc essayez de rationaliser ça, parce qu'évidemment, plus c'est complexe, plus ça coûte cher, et plus vous avez des sources d'erreurs, et donc plus vous avez une surface d'attaque qui augmente. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, si vous maîtrisez votre sécurité Active Directory, ce qui est mon dada depuis une dizaine d'années ou même plus, il y a une fonction qui est extrêmement intéressante pour rationaliser votre écosystème, c'est ce qu'on appelle l'AD Bridging, c'est-à-dire le fait d'intégrer dans Active Directory des systèmes qui ne sont pas des systèmes Microsoft. Je sais que ça paraît bizarre, on peut en discuter plus tard, parce que là, malheureusement, je n'ai pas le temps en 20 minutes, mais en fait, c'est beaucoup plus sécurisé que ce qu'on pourrait faire avec un annuaire Unix pour tout un tas de raisons différentes. Donc ça, c'est une piste intelligente si vous maîtrisez votre sécurité Active Directory. Et si vous mettez ces types de systèmes dans le modèle de tiering. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, on pourra en discuter après. Éliminez les applications exogènes. Un jour, elles vont vous péter dans les doigts. Éliminez-les. Ça, c'est un conseil aussi, c'est la règle des 80-20, éliminez-les. Sécurisez votre Active Directory, évidemment, parce que, comme vous le savez, c'est la source de tout un tas de problèmes actuellement, notamment avec les ransomware, et notamment appliquer le modèle de tiering. Prenez le temps de comprendre la différence entre le Directory as a Service et l'Identity as a Service. Donc le Directory as a Service, c'est un annuaire SaaS. L'Identity as a Service, c'est une fonction qui permet, en gros, de faire du SSO
dans le cloud, ce qui est complètement différent. Mais en fait, la difficulté pour vous maintenant, c'est que la plupart des fournisseurs fusionnent ces fonctionnalités-là. Mais vous, si vous avez un projet de gestion des identités côté cloud public, vous devez comprendre ces éléments-là. Et pour terminer, si vous avez à appliquer le modèle Zero Trust, c'est un modèle intéressant. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, dernier point, essayez de travailler sur un projet, un modèle de ce qu'on appelle Modern Workplace. Et derrière ce nom pompeux, c'est en fait la nouvelle façon de gérer désolé, j'arrive plus en français, les devices, les appareils. C'est un nouveau modèle qui utilise des protocoles plus renforcés que ce qu'on avait côté on-prem avec les annuaires on-prem, et notamment qui permet de réaliser du MFA, c'est-à-dire de l'authentification multiple, pour s'authentifier sur un système, et ça a évidemment un intérêt énorme, comme vous pouvez l'imaginer. Pardon. J'étais 1 minute, c'était pas mal quand même.